Allô tout le monde, ici Oma et bienvenue dans ma TV. Puisque février est habituellement le mois de l'année où on se fait bombarder de publicité QQ sur la Saint-Valentin et où on se fait rappeler que si on met pas une hypothèque sur les 3 prochaines générations pour acheter un diamant, ben on n'est pas des bonnes personnes. Eh bien maintenant que cette vague superficielle est passée et que nous avons tous survécu, du moins j'espère, j'aimerais me pencher sur ce qu'on a tendance à voir dans nos télés à ce moment de l'année. Les comédies romantiques. Un style de film où on nous raconte constamment la même histoire, toujours de la même manière, avec des clichés gros comme le bras, et où le seul personnage plus intelligent qu'une crevette est la petite grosse cynique qui a compris que tout ça c'est n'importe quoi. Et bien souvent, c'est son histoire à elle qui est plus intéressante que ce que les protagonistes vont nous faire subir. Mais dans le monde répétitif des films d'amour, il y a un style que j'aime bien et qui sait occuper les lendemains de Saint-Valentin, habillé en mou, à manger du chocolat à rabais. Yay! Les films de deuil amoureux. Yes! Oui, vous m'avez comprise. J'aime regarder les films où l'un des deux partenaires est mort et l'autre doit faire son deuil lors de la Saint-Valentin. Et avant qu'on me traite de morbide, allez donc googler les origines de la Saint-Valentin. Je suis pas glauque, je suis puriste. Voici donc 5 films de deuil à regarder lors de la magnifique fête mortuaire de la Saint-Valentin. Oui, je sais, c'est cucu, mais en même temps, ça passe à chaque année à la Saint-Valentin. Demi Moore qui a pas le droit de pleurer pour vrai parce qu'il faut qu'elle reste cute, alors on la filme en gros plan, le visage vide d'émotion, avec les fausses larmes sur les joues. Patrick Swayze qui se la joue beau gosse et qui lui non plus a pas vraiment le droit de pleurer pour vrai parce que c'est pas beau. Et parler de ce film-là, c'est un peu une excuse pour faire des jokes de phallus en poterie. Isis serait contente. Mais en dehors de ces protagonistes un peu mous, les personnages secondaires rendent le film très intéressant. Le fantôme du train est vraiment rigolo et Whoopi est parfaite. Les scènes de son personnage et ses sœurs se mériteraient un film à elles seules. Pas étonnant qu'on lui ait offert un Oscar pour ce rôle-là. Elle pourrait aussi donner des leçons de jeu semi-schizophrène de médium à Jennifer Love Hewitt qui peut pas jouer pour sauver son âme. Quand vient le temps de parler de films de Robin Williams, on peut facilement noter 2 catégories principales. Les films vraiment inspirants comme Awakenings ou The Fisher King, et les booze pseudo-mélodramatiques comme Patch Adams. What Dreams May Come, au-delà de nos rêves en français, c'est juste assez créatif pour être dans la première catégorie, mais avec quelques moments où on sent le sentimentalisme hollywoodien de la deuxième. Dans cette histoire-là, Chris et Annie perdent leurs 2 enfants lors d'un accident d'auto et doivent continuer à vivre avec ce deuil quand lui aussi meurt en voulant sauver une victime de la route. Dans un scénario en désordre, on voit leur vie de famille, leur deuil en tant que couple, les tentatives de suicide de Annie, sa rémission et sa rechute. De l'autre côté, dans des visuels extraordinaires, Chris retrouve ses enfants et part à la recherche de sa femme qui a fini par se suicider. Les thèmes sont pas tous cucu, certains moments sont vraiment crève-cœur, mais de temps en temps, on revoit la gimmick Hollywood pointer le bout de son nez pour nous annoncer qu'il faut absolument qu'on pleure à ce moment-là. Somme toute, très recommandable. Avant que Richard Dreyfuss soit associé au mot scandale, lorsqu'on parlait de lui, on pensait souvent à de très bons films comme Mr. Holland's Opus.
Dans le film Always, qui a passé un peu inaperçu, il joue un pilote d'avion-pompier qui meurt dans le premier acte, mais qui apprend qu'il a été désigné comme ange gardien pour un pilote Daredevil qui se trouve à courtiser sa veuve. On assiste au deuil, mais pas de manière plaintive comme les deux films précédents. Le personnage de Dreyfus est celui qui doit faire son deuil. Sa vie est finie et il doit laisser sa douce vivre la sienne, même si c'est pas avec lui. Bien sûr, on a droit à notre scène où les amoureux se disent adieu, mais c'est pas un rayon de lumière avec un Patrick Swayze à la face en cire qui disparaît tranquillement. À la place, la conversation se passe lors d'un moment d'extrême danger où Holly Hunter survit en se servant de ses instincts et en communiquant une dernière fois avec Dreyfus. En bonus, on a la dernière performance à vie de Audrey Hepburn qui est super élégante en ange mentor. Est-ce que je veux voir ce film-là, moi? Réalisé par Alan Rickman et mettant en vedette Emma Thompson et sa vraie mère Phyllis Delaw dans le rôle de sa mère, ce petit film indépendant est magnifique. Dans l'histoire principale, Emma Thompson a perdu son conjoint et elle est devenue une loque humaine qui veut juste s'enfuir loin de son deuil. Elle dort plus, elle se lave plus, puis sa mère doit utiliser la force pour la convaincre de s'habiller et de sortir prendre une marche. En parallèle, deux enfants font l'école buissonnière pour aller perdre du temps sur le lac gelé, et deux femmes âgées courent les funérailles de personnes qui ont le même âge qu'elles pour se rassurer d'être encore en vie. Sans les grosses crises de larmes de films d'amour, on a simplement droit au sentiment de vide qui est laissé par un deuil pas encore vécu. Ce film-là n'a pas besoin d'un gros scénario où les gens visitent l'enfer pour nous faire comprendre que le personnage d'Emma Thompson est en train de vivre. C'est très sobre, mais encore plus efficace. Et puisqu'on parle de Alan Rickman, il est justement dans mon film de deuil préféré, mais aussi un de mes films préférés, toutes catégories confondues, Truly, Madly, Deeply. Lorsque le film commence, il est déjà mort et sa conjointe Nina, jouée par Juliette Stevenson, est pas capable de s'en remettre. Elle va en thérapie, elle pleure et elle est misérable tellement que Jamie, Alan Rickman, est obligé de revenir d'entre les morts pour l'aider à faire son deuil. Au début, c'est mignon, le petit couple qui se retrouve dans son petit cocon douillet avec ses vieilles habitudes. Et puis, progressivement, ça change. Parce qu'il est mort, il n'a pas besoin de dormir et il se met à inviter toutes sortes de fantômes pour se divertir la nuit, entreprend des projets de rénovation dans la maison et met le chaos dans la vie de Nina. Elle finit petit à petit par se rendre compte que le conte de fées est terminé et qu'il faut qu'elle se sépare de l'homme de sa vie. Au début, elle se sent coupable. Elle a l'impression qu'il la suit lorsqu'elle sort et elle se sent presque envahie par Jamie. Leurs dernières paroles, où il lui récite du Pablo Neruda dans un espagnol douteux, sont très belles. Puis elle quitte pour aller vivre un bout de vie avec un autre homme bien vivant, et Jamie la regarde partir sans être triste ou jaloux. Au contraire, il est satisfait qu'elle ait réussi à s'en remettre et recommencer à vivre. Et voilà les 5 films que ça me dérange pas de regarder lors de la macabre fête de l'amour. Et vous? Avez-vous un film un peu hors norme que vous aimez bien regarder quand c'est la journée quétaine? Laissez-moi là en commentaire. Ici Oma. Et Bibi. Et merci d'être passé dans ma TV.
j'en ai un autre paquet dans le sac.